Alors, nous allons procéder maintenant au débat interactif et spontané dont la durée a été fixée à 1 heure par la conférence des présidents. Je rappelle que chaque sénateur peut intervenir pour 2 minutes maximum. S'ils sont sollicités, la Commission des affaires européennes ou le gouvernement pourront répondre. Donc, je pense que vous m'avez fait passer les demandes d'intervention. Donc, qui souhaite prendre la parole? Alors, je vais débuter par... Pardon? Non, Monsieur Pelva. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise migratoire en Europe ou crise de l'asile est fort préoccupante. Face à un tel drame humain, nous devons faire preuve d'humanité tout en cherchant de véritables solutions. Car oui, l'Europe est débordée. Elle fait face à un afflux massif de migrants sur ses côtes qu'elle n'arrive pas à réguler. Depuis 2013, le nombre de demandes d'asile a connu une évolution exponentielle pour atteindre 431 000 demandes en 2013 et 626 000 en 2014. Soit le nombre le plus élevé enregistré dans l'Union européenne depuis le pic de 1992. Et les chiffres sont en constante progression. Parmi ces exilés, il y a d'une part des migrants victimes de persécutions dans leur pays, que l'on peut qualifier de réfugiés lorsqu'ils ont obtenu l'asile d'un État tiers et dont la Convention de Genève de 1951 régit le statut, et d'autre part des migrants économiques. L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, Frontex, fait la distinction entre les premiers qui ont un droit au statut de réfugiés et les seconds qui n'y ont pas droit. D'après l'agence Frontex, les migrants économiques sont désormais majoritaires. En relevant ceci, je ne cherche nullement à polémiquer, simplement à souligner une réalité que nous devons affronter. Première difficulté, la ligne de partage entre ces catégories de migrants n'est pas si nette. Peut-être faudrait-il donc adapter la Convention de Genève, mais cela comporte le risque d'une révision à la baisse pour les réfugiés. Dans les hotspots, centres d'accueil et de sélection, la situation humanitaire est critique et la sélection est complexe. Comment l'Union européenne compte-t-elle améliorer le processus d'identification des migrants arrivant sur son territoire ? Deuxième difficulté, et vous l'avez évoqué, l'élaboration d'opérations de relocalisation en Europe pour les réfugiés ou de retour vers le pays d'origine pour les migrants économiques. Les opérations de retour communes sont primordiales. Les États membres, dont les côtes sont concernées, doivent être aidés. Monsieur le ministre, comment les stratégies en matière de retour progressent-elles? Faut-il donner plus de moyens à l'agence Frontex? Dans quel délai? Pouvez-vous nous indiquer quelles demandes Monsieur le Président de la République va-t-il faire auprès des autres chefs d'État lors du prochain Conseil européen concernant les opérations de retour communes? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cyril Pelva, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a un cumul entre, d'une part, des crises sécuritaires, des guerres, en particulier en Syrie, qui provoquent un afflux de réfugiés, qui ont d'ailleurs commencé par aller dans les pays voisins de la Syrie. Je rappelais tout à l'heure qu'en Turquie, il y a plus de 2 millions de réfugiés, mais il y en a également plus d'1 million en Jordanie, plus d'1 million au Liban, et qui ensuite, y compris, on le sait, parce que dans les camps et les conditions d'accueil dans ces pays avaient été dégradées, ont tenté de rejoindre l'Europe. Des filières d'immigration illégale se sont organisées. Le chiffre d'affaires tel qu'il est évalué par Frontex et d'autres agences de ces trafics de personnes est absolument gigantesque. Et donc, on a assisté effectivement à un flux très important, en particulier en direction de la Grèce et ensuite de ce que l'on appelait la route des Balkans. Mais tout cela ne peut pas faire oublier qu'avant même qu'il y ait cette crise qui a commencé l'été dernier, ou en tout cas qui s'est accélérée l'été dernier, on avait assisté déjà depuis plusieurs mois et même au moins 2 ans à un afflux important de migrants arrivant en Italie depuis la Libye. Parce que ce pays a vu son État s'effondrer et donc une absence d'autorité en mesure de contrôler, là encore, des trafics de personnes qui n'étaient pas forcément des réfugiés politiques. Il pouvait y en avoir, certains qui fuyaient par exemple la dictature en Érythrée, mais beaucoup étaient des migrants économiques qui tentaient de passer par la Libye parce qu'il était plus difficile de passer par le Maroc, par exemple, ou par Ceuta et Melilla. Donc, il y a aujourd'hui une réalité qui est que, d'une part, nous devons être en mesure de venir en aide
je répondrai peut-être plus complètement dans d'autres réponses, à des réfugiés de guerre ou à des gens qui relèvent de la Convention de Genève. Et d'autre part, il y a une immigration économique et il faut qu'il y ait d'autres voies, évidemment, que celle qui consiste pour ces migrants économiques à prendre la route des réfugiés. Dans tous les cas, il faut organiser le contrôle des frontières extérieures, organiser les hotspots, lutter contre les filières de l'immigration illégale et organiser cet accueil et ces migrations par des voies légales. Excusez-moi, mais si on veut donner la parole à tous ceux qui se sont inscrits, on est obligé de tenir les temps. Monsieur Lecomte, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais d'abord que nous partagions notre solidarité et notre tristesse avec la population d'Ankara, qui vient d'être victime d'un nouveau d'un attentat avec de nombreuses victimes. Je crois, quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui en Europe, que nous constatons qu'aujourd'hui l'Europe est terrassée par ses fantasmes et qu'elle risque de mourir de ses peurs. En effet, un espace de plus d'1 demi-milliard d'habitants qui n'a pas reçu plus d'1 million de réfugiés semble être plus tétanisé que la Turquie, avec plus de 2,5 millions de réfugiés, le Liban, moins de 10 millions d'habitants, moins de 5 millions d'habitants et plus de 2 millions de réfugiés, ou la Jordanie, qui a 2 fois plus de réfugiés que l'Union européenne dans son ensemble. Voilà la situation. Alors, lorsque cette attitude est observée par ces pays-là, lorsque nous faisons la leçon à ces pays-là, nous sommes ridicules, absolument ridicules. Comment pouvons-nous un jour dire à la Turquie « Ouvrez vos frontières ». Il y a des bombardements russes qui font des victimes par centaines et des réfugiés par dizaines de milliers. Et ouvrez vos frontières. Et quelques heures après, ah non mais la Turquie, il faut qu'elle soit sérieuse, hein. Elle ne peut plus nous envoyer personne parce que ce n'est pas possible, on ne peut plus supporter ça. Comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux par nos interlocuteurs? Comment est-ce possible? L'Europe, aujourd'hui, doit aussi prendre en compte la situation intérieure en Turquie, une situation de quasi-guerre civile dans le sud-est du pays, un pays où la liberté d'expression est fortement remise en cause, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être considérée comme un pays d'origine sûre. Alors, dans ces conditions, comment faire en sorte que l'asile soit vraiment encore un droit individuel? Comment faire en sorte Concluez. Comment faire en sorte que la Grèce ne devienne pas un camp si les frontières au nord du pays se bloquent? Nouveau problème pour ce pays. Comment faire en sorte que les pays en Turquie, en Jordanie, au Liban puissent bénéficier de notre solidarité? Il faut ouvrir la relocalisation aux... Voilà. Je suis désolée, on ne pourra pas autrement mener ce débat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Jean-Yves Lecomte, d'abord je veux également exprimer la solidarité du gouvernement à l'égard de la Turquie et de la population d'Ankara qui vient d'être frappée par un terrible attentat terroriste. La Turquie, en effet, aujourd'hui est le pays qui accueille le plus de réfugiés de la guerre syrienne. Et c'est l'un des aspects du plan d'action qui a été négocié au mois de novembre dernier entre la Turquie et l'Union européenne, que d'aider la Turquie à pouvoir être soutenue dans l'accueil de ces réfugiés. Il y a donc, vous le savez, un fonds de 3 milliards d'euros qui a été mis à la disposition de la Turquie pour précisément des projets d'aide à l'accueil des réfugiés. Il a également été demandé à la Turquie de faire en sorte que ces réfugiés syriens qui vont devoir rester probablement pendant encore un certain temps, parce que la crise syrienne n'est pas encore résolue, puissent travailler, que les enfants puissent être scolarisés. C'est à tout cela que doit servir ce plan d'aide. En contrepartie de cette aide, la Turquie a demandé à ce que son partenariat avec l'Union européenne soit davantage reconnu, à ce que des chapitres de négociation soient ouverts, même si ça ne préjuge pas de la fin de ce processus, à ce qu'une discussion qui avait été entamée il y a très longtemps en vue de la libéralisation des visas puisse progresser, même s'il doit y avoir des critères, je les ai rappelés tout à l'heure, et à ce qu'elle soit soutenue dans la lutte contre les filières de l'immigration illégale, puisque nous lui demandons
de participer à cette lutte. C'est d'ailleurs dans ce cadre, je l'ai dit, que l'OTAN contribuera à identifier les bateaux des passeurs qui peuvent être dans les eaux territoriales turques. Donc oui, il faut évidemment avoir du respect pour l'effort que fait la Turquie aujourd'hui dans l'accueil des réfugiés, et il faut en même temps que la Turquie respecte les engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Union européenne, parce que c'est la seule façon de répondre aujourd'hui à cette crise et de ne pas alimenter ces filières de la traite des êtres humains. Merci, Monsieur le ministre. La parole à Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté bien sagement le débat de cet après-midi. Je comprends que le débat institutionnel soit important, mais pendant ce temps-là, plus de 6 000 morts au Yémen, des massacres de Kurdes, et ça ne va pas évidemment empêcher tous ces gens de se noyer. Donc, vous nous avez décrit une Europe forte, une Europe déterminée, une Europe solidaire. Je dois dire que dans les faits aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Fait penser un peu à un vieux slogan qu'utilisait le doyen Vedel en ce qui concerne le plan. Il disait le plan parle à l'indicatif présent au futur, parfois au conditionnel, jamais à l'impératif. Alors, Monsieur le Ministre, moi je vous pose une question très simple. Quand l'Europe, l'Union européenne que vous décrivez comme tellement forte et tellement déterminée, va-t-elle enfin intervenir pour arrêter les massacres au Yémen? Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, la situation humanitaire au Yémen est effectivement dramatique. 80% de la population a besoin d'assistance humanitaire, d'après les évaluations faites par l'Union européenne. Nous encourageons donc particulièrement la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune et le commissaire chargé de l'aide humanitaire à s'exprimer, évidemment, de façon très forte pour le respect du droit international humanitaire par les parties au conflit qui doivent laisser l'accès humanitaire aux populations. Nous demandons l'arrêt des attaques indiscriminées contre les civils, en particulier des bombardements contre les hôpitaux et les équipements médicaux, l'accès humanitaire sans entrave à l'ensemble des populations, et l'Union européenne a également décidé d'une aide humanitaire de 200 millions d'euros en 2015, destinée en particulier à la santé, à la nutrition, mais il faudra peut-être augmenter cette aide. Au plan politique, nous devons continuer à apporter tout notre soutien à la médiation des Nations Unies pour une solution sur la base de la résolution 2216 du Conseil de sécurité, inviter les parties au conflit comme les partenaires régionaux qui jouent un rôle très important à agir dans le même sens, et il faudra évidemment organiser rapidement une nouvelle session de pourparlers parce que ceux-ci ont été interrompus. C'est le sens notamment des conclusions du Conseil Affaires étrangères qui a traité de cette question à la fin de l'année dernière et où on retrouve évidemment les messages de l'Union européenne qui vont dans ce sens. Mais vous avez raison de dire que c'est une des plus graves guerres aujourd'hui à l'échelle internationale qui fait le plus de victimes. Elle se déroule un peu plus loin que celle qui concerne la Syrie, mais finalement c'est la même région que l'on voit aujourd'hui en risque de basculer, avec derrière et de façon sous-jacente de grandes puissances régionales, les relations notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, des conflits potentiels entre sunnites et chiites. Et donc je crois qu'il faut effectivement que la politique étrangère de l'Union européenne fasse du règlement de l'ensemble de ces conflits dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient une de ses priorités. Merci. La parole à Monsieur Abad. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'Europe est une grande famille, alors avec des liens plus ou moins fermes entre les membres, c'est quand même une grande famille. Et une grande famille, quand elle est quelque part, elle ne peut pas ne pas se préoccuper de la façon dont vivent les voisins, dont se comportent les voisins et puis les problèmes des voisins. On a parlé de la Turquie beaucoup, j'aurais parlé des réfugiés, ça a été fait, je ne vais pas redire, vous avez répondu, mais j'ai deux préoccupations liées au comportement de ce grand voisin, la Turquie. Préoccupation liée au respect des droits de l'homme dans ce pays. Il y a, selon Reporters sans frontières, aujourd'hui plus de 40 journalistes qui sont derrière les barreaux. Et puis, préoccupation liée aussi au traitement du peuple kurde, aujourd'hui maltraité, c'est le moins qu'on puisse dire,
par le pouvoir de M. Erdogan. Alors, cette situation nous paraît préoccupante, mais surtout nous semble impliquer une responsabilité particulière de l'Union européenne. Et je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, quelle position vous comptez prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Europe ne reste pas muette face à ces comportements de ce grand voisin. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, effectivement, dans le dialogue que nous avons avec la Turquie, la question des droits de l'homme, de l'état de droit, la question du respect des droits des Kurdes ont toujours été des questions évoquées et des questions tout à fait essentielles. Cela fait d'ailleurs partie du cadre de discussion entre l'Union européenne et la Turquie. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles la France est favorable à l'ouverture des chapitres de négociations 23 et 24, qui portent d'ailleurs plus généralement sur les droits de l'homme, l'état de droit, le fonctionnement du système judiciaire, les libertés fondamentales, parce qu'encore une fois, sans préjuger de l'issue de ces négociations avec la Turquie, à partir du moment où il y a une volonté de la part de la Turquie, de la part de l'Union européenne, d'intensifier une relation de partenariat, cette relation doit porter sur l'ensemble des sujets. Donc elle concerne aujourd'hui la façon dont nous faisons face ensemble à de grandes crises internationales, à des guerres. Elle concerne la question des réfugiés. Elle concerne aussi évidemment une coopération très importante sur le plan économique. Il y a une union douanière avec la Turquie. Mais elle concerne aussi les valeurs que nous pouvons partager en commun. Et donc ces sujets ne sont évidemment pas tabous, ils sont évidemment évoqués, et nous pensons notamment que dans le sud-est de la Turquie, cela a été dit, où il y a aujourd'hui une situation de quasi-guerre, il y a la nécessité de reprendre un dialogue politique avec les Kurdes et de revenir à une situation qui puisse être traitée d'une façon pacifique. Nous condamnons évidemment le terrorisme, nous condamnons le PKK, qui est une organisation terroriste, mais les Kurdes ont élu de façon démocratique au Parlement de Turquie des parlementaires qui participent à la vie politique, et nous pensons qu'il faut évidemment que la Turquie puisse trouver les voies d'un dialogue avec les populations kurdes de Turquie et d'un retour à une paix civile, y compris dans cette région du sud-est de la Turquie. Merci. La parole à Madame Malherbe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, on peut effectivement se féliciter, comme l'a dit mon collègue Jean-Claude Requier, des avancées de l'Union européenne concernant la gestion de la question migratoire par rapport au contrôle des frontières en Grèce, en Italie, avec la solidarité nécessaire des pays européens concernant les hotspots. On peut aussi se féliciter de la mobilisation nationale pour l'accueil des migrants et en particulier celle des maires qui ont joué le jeu, quelles que soient leurs origines partisanes. Ma première question, c'est où en est-on par contre de la répartition entre les pays européens pour l'accueil des migrants et quelles sont les projections? Et ensuite, toujours dans le même esprit, on peut se féliciter de l'engagement financier décidé par l'Union européenne pour aider la population syrienne en Syrie, parce que c'est bien au Moyen-Orient que se situent les solutions pour tarir l'afflux de migrants qui préféreraient continuer à vivre dans leur pays plutôt que de s'exiler. Ainsi, quid de la coopération européenne concernant le conflit en Syrie, dans lequel la France prend sa part, mais peut-être encore un peu seule. C'est bien l'Europe qui peut et doit peser à ce niveau-là, puisque l'Union européenne, au-delà de son engagement solidaire dans l'accueil des migrants et de sa participation au règlement du conflit, se doit, pour sa propre existence, de montrer à la fois son poids, sa force politique, pour faire face aussi à la montée des nationalismes dans nos pays européens, mais aussi pour faire face à l'euroscepticisme ambiant qui participe au désespoir de nos populations et qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Enfin, même si les sujets sont complexes, il faut des réponses claires et simples pour la compréhension de chacun. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Hermeline Malherbe, concernant d'abord les relocalisations, ce programme doit être respecté. Des engagements ont été pris. Il s'agit de faire en sorte que une partie des réfugiés qui sont
reconnus comme relevant de la protection internationale en Grèce et en Italie dans les hotspots puissent ensuite être accueillis d'une façon solidaire dans l'ensemble de l'Union européenne. Vous savez, l'objectif qui a été fixé, c'est d'accueillir 160 000 réfugiés au cours des 2 prochaines années, mais les procédures ont pris beaucoup de retard et aujourd'hui, il y a moins de 500 relocalisations qui ont été effectuées. La France est le 2e pays en matière d'accueil parmi ces réfugiés, mais il est évident qu'il faut maintenant que les hotspots commencent à être mis en place, que nous allions beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement surtout, parce que la Grèce et l'Italie ont considéré que c'était évidemment une contrepartie du fait qu'elles procèdent aux enregistrements de façon très scrupuleuse de l'ensemble de ceux qui arrivent et qu'elles ne peuvent pas être ensuite considérées comme devant garder tous ceux qui se voient accorder une situation de réfugiés, puisque ce sont des réfugiés qui viennent en Europe, ils ne viennent pas spécifiquement en Grèce ou en Italie. Nous avons envoyé des fonctionnaires de l'OFPRA, de la police de l'air et des frontières, envoyé du matériel, fait en sorte que, notamment, il y ait une vérification très précise qui soit faite des documents d'identité, les passeports, parce qu'il faut lutter contre la fraude documentaire. C'est que des milliers de passeports ont été saisis par l'État islamique en Irak et en Syrie, et que, évidemment, il faut vérifier qu'ils ne sont pas utilisés par des terroristes, par des combattants étrangers. Mais nous allons renvoyer encore une nouvelle mission, et donc nous accueillerons, comme les autres États membres, ceux que nous avons prévu d'accueillir. La France, vous le savez, s'est engagée à accueillir 30 000 personnes dans le cadre de cette répartition. Concernant la Syrie, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé sur ce sujet. Évidemment, ce que nous voulons, c'est l'arrêt des bombardements contre les populations civiles et le respect d'un accord politique qui permette la fin de cette guerre. Merci. La parole à Monsieur Rachlin. Oui, Madame la Présidente, ce qui est extraordinaire, bon, on est habitué à cela, mais il n'y a jamais de remise en question venant de vous tous. Rien ne fonctionne, c'est la crise depuis maintenant plusieurs décennies, mais aucune remise en question. Il y a une crise agricole majeure qui traverse notre pays. Il faut continuer comme ça. La concurrence déloyale avec l'Allemagne et l'Espagne, c'est pas de la faute de l'Union européenne. L'embargo russe, on peut rien faire, on va continuer comme ça, même si nos agriculteurs en crèvent. L'asphyxie fiscale de nos agriculteurs à cause de l'Union européenne qui nous empêche de soutenir un certain nombre de secteurs stratégiques économiques de notre pays. Pas de problème, on continue comme ça, pas de difficulté. On va même aller plus loin avec le traité transatlantique qui va nous mettre en concurrence directe avec les grandes productions américaines. La crise migratoire, pas de problème, continuons comme ça, on a supprimé les frontières intérieures, maintenant on supprime les frontières extérieures, l'Europe est une véritable passoire, tout le monde y rentre comme il le souhaite, pas de problème, on continue comme ça. Schengen, surtout, ne faisons rien, ne réformons pas, aucune difficulté. Il en va de même dans tous les domaines. Sur la crise économique et financière, c'est pareil, absence totale de patriotisme économique, c'est pas grave, continuons comme ça avec la concurrence libre et non faussée, la concurrence déloyale qui a été érigée en règle, ce qui produit du chômage de masse, la politique monétaire catastrophique que nous connaissons, elle non plus ne change rien, surtout ne remettons pas en cause l'euro, pardi, ça fonctionne tellement bien. Le rôle des parlements nationaux, vous nous parlez du rôle des parlements nationaux dont vous nous dites en permanence qu'ils doivent être renforcés, alors que 80% des lois aujourd'hui sont des directives européennes retranscrites en droit français et que la souveraineté politique de notre pays n'a jamais été aussi affaiblie en réalité. Bref, dans tous les domaines, et je passe sur la politique étrangère catastrophique, voire inexistante, et quand elle existe, c'est le soutien à Al-Nosra qui fait du bon boulot, je cite le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius. Alors, oui, au référendum en Angleterre, bien sûr, mais pourquoi pas même en France. La parole à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur David Rachlin, d'abord, je ne pense pas qu'on fasse avancer le débat en faisant des caricatures, en faisant des citations tronquées et en faisant croire qu'on peut apporter des réponses simples sans d'ailleurs faire aucune proposition. Sur tous les points que vous avez mentionnés, qu'il s'agisse de Schengen, nous sommes en train en ce moment même de réformer
le fonctionnement de la zone Schengen. Nous sommes en train de réformer le code frontière. Nous sommes en train de demander, et nous en avons obtenu le principe, la mise en place de gardes-frontières européens. Qu'il s'agisse de la zone euro, où nous avons voulu tirer les leçons de la crise en mettant en place l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, ce qui a quand même permis d'éviter que la Grèce ne s'effondre et ne soit expulsée de la zone euro. Qu'il s'agisse de la crise agricole, et j'ai évoqué tout à l'heure l'ensemble des propositions qui sont faites. Sur tous ces points, nous ne sommes pas du tout dans l'autosatisfaction, mais nous sommes absolument persuadés qu'il n'y a que par des politiques plus coopérative entre les États de l'Union européenne, qu'il n'y a qu'en renforçant les éléments de notre solidarité que nous apporterons des réponses. Nous ne croyons pas qu'il y a 28 réponses différentes qui soient possibles à la crise syrienne. Vous le pensez peut-être. Nous ne pensons pas qu'il y a 28 réponses différentes qui soient possibles à la crise agricole, qui est une crise internationale des marchés. Il n'y a qu'au contraire, s'il y a une politique européenne qui est renforcée, que nous pourrons soutenir nos agriculteurs. Donc nous travaillons. Nous renforçons effectivement l'Union européenne. Nous sommes convaincus que c'est par la solidarité qu'on apportera des réponses et non pas par le repli nationaliste ou par la démagogie. Merci beaucoup. La parole à Madame Gruny. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les deux sujets à l'ordre du Conseil européen, à savoir la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne et la crise migratoire, trouvent depuis plusieurs années leur trait d'union dans la région de Calais. Le Royaume-Uni n'a pas souhaité devenir membre de l'espace Schengen. C'est sa décision souveraine et on ne saurait le lui reprocher. Pourtant, en matière migratoire, il se repose totalement sur sa coopération avec la France, afin que celle-ci gère sur son territoire des flux de population qui n'ont d'autre souhait que de rejoindre la Grande-Bretagne. En somme, le meilleur des deux mondes, pour reprendre une expression chère à David Cameron. Récemment, le Premier ministre britannique a par ailleurs établi un lien direct entre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'éventualité d'une dénonciation par la France des accords du Touquet. Bien sûr, cette déclaration avait avant tout des visées de politique intérieure. Les deux questions sont totalement séparées et on ne peut prêter à la France la volonté d'user de chantage pour retenir les Britanniques en Europe ou une volonté de les punir en cas de départ. Mais les propos de David Cameron, selon qui cette situation permettrait à des milliers de migrants de traverser la Manche pour venir demander asile dans le Kent, sonnent comme un aveu. Il reconnaît ainsi de fait que les accords du Touquet, dans un contexte de pression migratoire considérablement accrue ces dernières années, a créé une situation profondément déséquilibrée dans laquelle la France assume seule les conséquences de la crise. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Brexit ou pas, le gouvernement compte-t-il s'engager dans une renégociation des accords du Touquet pour les adapter à la nouvelle réalité migratoire et pour que le Royaume-Uni prenne toute sa place aux efforts qu'elle impose? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Madame la sénatrice Pascale Gruny, les accords du Touquet ont fait l'objet effectivement de réaménagements au fur et à mesure que la situation à Calais devenait plus difficile. Et c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré à plusieurs reprises sa collègue, Madame May, la ministre britannique, pour que la Grande-Bretagne assure une partie plus importante de la sécurisation du tunnel, ainsi que du port de Calais, que des personnels britanniques puissent être sur place à Calais dans la mesure où c'est là qu'est en fait effectué le contrôle de la frontière britannique. J'ai moi-même eu l'occasion, lors d'une visite à laquelle j'accompagnais le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de voir le travail qui est fait par ces personnels, ces agents britanniques. Et la Grande-Bretagne, donc à la fois sur le plan financier et sur le plan humain, contribue à sécuriser la situation à Calais. Je pense que remettre en cause les accords qui ont été longuement négociés et qui étaient sans doute dans leur première version insatisfaisants, mais qui ont été améliorés au cours des derniers mois, ne serait pas une réponse. Nous ne pouvons pas dire que nous allons laisser les migrants passer dans le tunnel, risquer leur vie en montant sur des trains ou sur des camions, et en sachant que de toute façon, ils ne seront pas accueillis en Grande-Bretagne. Donc nous faisons en sorte qu'il y ait, encore une fois, un traitement différent qui soit proposé aux réfugiés ou aux migrants qui se trouvent à Calais. S'ils peuvent relever de l'asile, qu'ils fassent leur demande d'asile en France, et c'est ce que l'OFPRA a mis en œuvre et qui permet
à un certain nombre de ces réfugiés d'aller ensuite dans d'autres régions de France pour que leur demande d'asile soit traitée. Ceux qui n'ont pas de droit à rester en France, eh bien qu'ils fassent l'objet de reconduite à la frontière, et donc il faut qu'il y ait des accords de réadmission avec leur pays d'origine, mais en tout état de cause, cela ne peut se faire qu'en maintenant le partenariat avec la Grande-Bretagne. Merci. La parole à Monsieur Young. Madame la Présidente, je voudrais dire au ministre mes sentiments mitigés sur le Brexit. Quelle curieuse négociation, si on peut parler de négociation. Nous ne sommes pas demandeurs, nous ne demandons rien, nous n'avons rien à donner aux Britanniques. C'est eux qui sont demandeurs. Et néanmoins, nous abordons cette négociation avec un bras dans le dos en disant la première chose et la chose la plus importante, c'est que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni restent dans l'Union. Autrement dit, on leur dit voilà, nous acceptons vos 4 ou vos 5 conditions. Alors, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est joué et que dans quelques jours, il y aura un accord. Bon, je comprends l'argument que le fait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union serait un mauvais message. Mais enfin, voilà, il n'y a pas de négociation. Je ne sens pas cet aspect. Et que ferons-nous le 23 juin, si c'est la date du référendum, que ferons-nous le 23 juin au soir? Est-ce que nous allons allumer des lampions et tirer des feux d'artifice et nous féliciter? Ou est-ce que nous serons dans l'accablement? Pour moi, c'est plutôt le second volet. Et donc ma question, Monsieur le ministre, c'est, regardons plus vers l'avenir, est-ce que nous ne pouvons pas imaginer que la France, qui est un des fondateurs de l'Union, prenne l'initiative de refonder, en quelque sorte, une union plus restreinte avec ses partenaires qui veulent aller de l'avant. Et ainsi, nous aurions, au fond, le système des 2 cercles concentriques que le président Mitterrand avait esquissé en son temps. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le sénateur Richard Young, d'abord, nous devons être très attentifs dans la négociation à ce que ne soient pas remis en cause des principes qui n'ont pas à l'être. Et vous avez raison de le dire, ce n'est pas nous qui avons demandé à ce qu'il y ait un référendum, à ce qu'il y ait cette négociation. Donc nous sommes compréhensifs, nous voulons aider, mais nous ne voulons pas ébranler les fondements de la maison Europe. Donc pas de droit de veto par rapport à l'évolution de la zone euro, pas de remise en question de principes comme la liberté de circulation, et rien qui n'empêche des avancées futures. Je ne veux pas me projeter à l'excès dans l'avenir, parce qu'il faut d'abord réussir cette négociation, et il faut ensuite que le référendum britannique se tienne. Mais vous l'avez dit, il y aura un fait, c'est une Europe différenciée. C'est cela qu'aura confirmé cette discussion. Alors pour les uns, ça aura été la confirmation qu'ils ont des dérogations, des opt-out, qu'ils ne sont pas tenus à participer à toutes les politiques communes, mais pour les autres qui pensent que le projet européen est absolument décisif, vous avez raison de dire, je ne sais pas si c'est de refonder, mais qu'il faut se préparer à ce qu'il y ait une initiative pour approfondir la construction européenne. Parce que c'est l'actualité, ce sont les faits qui l'imposent, ce sont les crises auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les exigences du moment qui l'imposent. Et c'est aussi la nécessité de mieux faire fonctionner l'économie européenne dans un moment où l'économie internationale reste très fragile, très instable. On le voit. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, les pays qui ont été à l'origine de la construction européenne, ceux qui, même s'ils n'étaient pas dans les fondateurs, ont depuis rejoint l'euro et qui se sentent donc les plus attachés au projet européen, devront eux aussi être en mesure de prendre une initiative, mais pas dans le sens d'un relâchement des coopérations, mais dans le sens d'un approfondissement de l'Union européenne. Merci. La parole à Monsieur Longeau. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, crise grecque, crise migratoire, mais c'est de la crise agricole que je voudrais vous parler.
crise agricole, c'est effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure succinctement suite à l'interpellation de Jean-Claude Requier, mais vous ne nous donnez rien de concret. Vous nous indiquez « nous souhaitons », « nous envisageons », « nous regardons ». Mais quand allez-vous nous donner effectivement un calendrier de rencontres sur les mesures agricoles envisagées? Peut-on connaître les engagements européens sur les mesures qui devraient être prises? En effet, la crise agricole, et je ne suis vraiment pas le seul à le dire, est grave et il faut agir. Il faut agir car il faut sauver nos emplois et sauver nos emplois agricoles, c'est sauver également nos territoires. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur Longeau, si, il y a des mesures concrètes qui ont été annoncées, et en particulier celles que le Premier ministre a présentées aujourd'hui même à l'Assemblée nationale et qui concernent la baisse des charges, un certain nombre de soutiens pour les exploitations agricoles en France. Au plan européen, je l'ai dit, le commissaire Phil Hogan sera à Paris le 25 février prochain. La discussion portera sur les propositions que nous avons transmises au travers du mémorandum que Stéphane Le Foll a transmis à la Commission européenne il y a quelques jours. Cela concerne des mesures de régulation des marchés, des mesures de soutien au prix, des mesures de stockage. Donc ce sont des mesures tout à fait concrètes. De même que, je l'ai dit, nous voulons des dispositifs de soutien aux débouchés, en particulier la négociation sur la levée de l'embargo sanitaire avec la Russie, ainsi que des mesures de promotion aux exportations. Donc nous sommes actuellement dans un travail et des propositions qui sont tout à fait concrètes, qui doivent répondre à la situation du monde agricole, et en particulier à la filière du porc, du lait et de l'élevage, qui sont aujourd'hui directement touchés. C'est l'objet des discussions qui ont eu lieu avec les organisations agricoles au cours encore des dernières heures, et nous sommes absolument mobilisés, en particulier au plan européen, pour que la politique agricole commune, qui est évidemment l'instrument principal, puisse s'adapter à cette situation de crise sur les marchés internationaux et sur les marchés européens. Je vous remercie. Merci. La parole à Madame Gonthier-Maurin. Monsieur le ministre, le Sénat a adopté dernièrement à l'unanimité, sur proposition de mon groupe, une proposition de résolution européenne concernant les conséquences du traité transatlantique pour l'agriculture et l'aménagement du territoire. Premier pas, je m'en félicite. Toutefois, l'Union européenne négocie également un accord économique et commercial global avec le Canada. Les conséquences seront importantes pour notre pays, notamment pour l'agriculture, déjà dans une crise conséquente. Quels sont les termes de l'accord? Pensez-vous que la filière agricole sera suffisamment protégée? Qu'en est-il de la protection juridique des indications géographiques? Mais ce qui nous inquiète plus encore est que cet accord est en toilettage juridique cette année et qu'il devrait arriver très rapidement au Conseil européen. Certaines rumeurs parlent de mai, de juin. Un communiqué du négociateur en chef de l'accord UE-Canada annonce que l'accord pourrait intervenir début 2017. Avez-vous plus d'éléments de calendrier? De plus, la commissaire européenne au commerce avait déclaré, concernant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, que ce dernier serait entièrement revu. Qu'en est-il? Le Sénat avait d'ailleurs adopté une proposition de résolution européenne de mon groupe en ce sens. Pouvez-vous confirmer que cet accord sera bien un accord mixte et qu'il devra donc être également ratifié par les parlements nationaux? Là encore, le manque de transparence est flagrant. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire que le Parlement recevra des informations plus transparentes à ce propos et qu'il sera associé? Merci. Monsieur le ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice Gonthier-Maurin, d'abord sur la transparence dans les négociations commerciales internationales avec les États-Unis, mais d'une façon générale, vous savez que nous en avons fait une priorité et que nous avons demandé d'abord que le mandat de négociation du TTIP puisse être rendu public, ce qui a été fait, c'était vraiment à la demande du gouvernement français, que les parlementaires puissent avoir accès aux documents, même si nous ne sommes pas satisfaits de la procédure, puisque pour un certain nombre de documents que les États-Unis considèrent comme confidentiels, il faut aller les consulter dans des salles
de consultation sans qu'on puisse en faire des copies, mais enfin, les parlementaires peuvent le faire, les parlementaires nationaux comme les parlementaires européens. Nous avons tenu à ce parallélisme. Et par ailleurs, évidemment, nous sommes également très vigilants sur le fond de la négociation. 2 points. Le mécanisme de règlement des différends tel qu'il était prévu initialement ne nous convient pas. Et donc, nous avons demandé que la Commission européenne défende un mécanisme public et non pas un système d'arbitrage privé. Et nous avons obtenu le soutien de la Commission européenne sur ce plan. Deuxièmement, parmi nos priorités, en particulier dans le domaine de l'agriculture, il y a la question que vous avez citée des indications géographiques. Sur ce point, d'ailleurs, nous avons obtenu gain de cause dans la négociation avec le Canada, dans le traité CETA, qui est en cours de ratification. Et donc, nous pensons et nous demandons à ce que ce soit également le cas dans la négociation avec les États-Unis. Mais ça n'est qu'un des aspects, parce qu'il faut examiner toutes les conséquences d'un accord sur l'ensemble des secteurs de l'agriculture. Il y a évidemment pour nous des lignes rouges, le bœuf aux hormones, le poulet chloré, tout ce qui concerne les normes sanitaires. Il y a aussi d'autres secteurs de la négociation, notamment les marchés publics. Pour l'instant, cela n'a pas beaucoup avancé, la convergence réglementaire. Et donc, nous pensons qu'il faut poursuivre cette négociation. Nous sommes extrêmement mobilisés et qu'il ne faut pas la conclure d'une façon qui ne serait pas équitable et satisfaisante pour l'agriculture européenne et d'une façon générale pour l'économie et les acteurs économiques européens. Merci. La parole à Madame Mello. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'Union européenne connaît une crise sans précédent en matière de migration et la relative accalmie hivernale devrait être de courte durée. Les arrivants de migrants par la Méditerranée en Europe se seraient élevés à plus de 46 000 depuis le début janvier, dont 44 000 sont passés par la Grèce, selon le Haut Commissariat des réfugiés des Nations unies. Monsieur le ministre, la situation en Grèce paraît toujours extrêmement inquiétante. Je ne tiens pas particulièrement à accabler cet État membre, exsangue économiquement et dont le territoire fragmenté en de multiples îles rend plus difficile encore la surveillance. Toutefois, malgré le plan de sauvetage de la Grèce et les aides de Bruxelles, il semble que le pays demeure le maillon faible de la sûreté aux frontières extérieures de l'Union européenne. Un récent rapport d'évaluation de l'application par la Grèce des règles de Schengen fait ressortir de graves manquements dans la gestion des frontières extérieures. Les migrants en situation irrégulière ne sont pas identifiés et enregistrés efficacement. Leurs empreintes digitales ne sont pas systématiquement saisies dans le système et la vérification de l'authenticité des documents de voyage et leur vérification par rapport à des bases de données de sécurité ne sont pas systématiques. De leur côté, les Grecs considèrent que le soutien reçu ne correspond pas à celui annoncé. Il n'est pas acceptable, compte tenu de la pression migratoire intense et sans doute durable aux frontières extérieures, que les autorités grecques et européennes se renvoient en permanence la responsabilité des manquements. Monsieur le ministre, votre collègue ministre de l'Intérieur s'est rendu récemment en Grèce afin de constater des visu la situation et proposer de l'assistance. Quelles aides la France met et mettra à disposition de la Grèce? Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la sénatrice Colette Mello, en effet, vous avez raison de dire que même s'il y a eu une certaine baisse des arrivées de migrants au cours des dernières semaines, il faut prendre garde à ce que cela ne soit pas tout simplement dû à la dégradation des conditions météorologiques. Et donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer, notamment d'ici au printemps, que toutes les mesures de lutte contre l'immigration irrégulière, de lutte contre les passeurs, de contrôle des frontières aient été renforcées et aient été effectivement mises en place. D'abord parce qu'il y a des drames en Méditerranée, je l'ai rappelé tout à l'heure, et ensuite parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Vous avez mentionné le rapport qui a été fait sur la façon dont est contrôler le passage des frontières en Grèce. La Commission a constaté qu'effectivement, le contrôle des documents, des passeports, n'était pas tout à fait satisfaisant. Donc aujourd'hui, nous avons progressé d'ailleurs depuis ce rapport, parce que ce rapport avait été fait au mois de novembre. Les hotspots sont en train d'être mis en place en Grèce, même s'il faut que les 5 hotspots qui doivent être établis dans les îles soient totalement opérationnels pour que la situation soit satisfaisante. Nous avons apporté des aides, du personnel, du matériel, des agents de l'OFPRA, des agents de la police de l'air et des frontières, et nous continuerons
à le faire parce que c'est absolument indispensable. Et en attendant, c'est ce que prévoit l'article 26 du Code frontière Schengen, effectivement, nous avons la possibilité de rétablir des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. C'est ce que nous faisons, comme d'autres États membres, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de lutte contre les filières de l'immigration illégale. Ce que nous voulons, c'est préserver le droit d'asile, c'est accueillir les réfugiés, mais c'est assurer la sécurité. Et cela, nous ne pourrons le faire qu'en renforçant considérablement les moyens de l'agence Frontex et du contrôle aux frontières extérieures communes de l'Europe. C'est donc notre priorité et évidemment, nous aiderons la Grèce dans ce domaine. Merci. La parole à Monsieur Reinhardt. Richard, pardon. Pourquoi je me dis... Oui, Monsieur le Ministre, moi je voudrais compléter la question de Colette Mello par des questions tout à fait techniques et qui concernent les hotspots. Comme vous le savez certainement, une délégation de la Commission des lois s'est rendue à Lesbos fin de semaine dernière et entre autres constats, elle a remarqué la faiblesse des outils informatiques permettant de faire face à cet afflux des migrants et tout particulièrement l'impossibilité de recouper les infos recueillies de la part des migrants avec notamment le fichier Eurodac et naturellement l'interconnexion de ce même fichier avec les fichiers nationaux. Donc ma question est sur ce plan tout à fait concrète. Comment traite-t-on les personnes sans papier, d'une part, et deuxièmement, est-ce que dans les 5 hotspots dont vous parlez, il y en a semble-t-il qu'un qui fonctionne en Grèce, si je suis bien informé, il y en a un autre à Lampedusa, ces fichiers fonctionnent-ils? La Commission a également relevé que les personnes non susceptibles de bénéficier de l'asile recevaient néanmoins un récépissé, je dis bien non susceptibles de bénéficier de l'asile, recevaient un récépissé qui permet leur maintien temporaire en Grèce avant un retour, normalement qui doit intervenir normalement dans leur pays d'origine. Or, aucun contrôle, semble-t-il, n'est fait de ces retours et on sait que ces personnes vont alors renforcer les effectifs des étrangers en situation irrégulière dans les pays de l'Union. Il faut naturellement remédier à ces graves dysfonctionnements. Monsieur le ministre, que comptez-vous entreprendre à cet égard? Enfin, dernière question, le plan d'aide à la Turquie dont vous nous avez parlé prévoit certes une aide de 3 milliards à ce pays. Quelles sont les contreparties réelles mises en œuvre par ce pays pour limiter le flux de migrants et en particulier, est-ce que ce pays va, le cas échéant, quand mettre en œuvre des hotspots sur son territoire afin d'éviter notamment les départs dans les conditions que nous connaissons? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur André Reichardt, dans votre mission, vous avez effectivement pu constater qu'il n'y avait qu'un hotspot qui était en train d'être mis en place d'une façon totalement conforme aux objectifs qui ont été fixés. Mais évidemment, la Grèce s'est engagée, et avec le soutien de la Commission européenne et de l'agence Frontex, à ce que ce soit les 5 hotspots dans les îles grecques qui puissent être fonctionnels dès les prochaines semaines. L'un des enjeux, comme vous l'avez dit, c'est notamment que les bornes Eurodac qui permettent de contrôler les documents d'identité, les documents de voyage, les passeports, puissent être en place partout, qu'on puisse vérifier qu'il ne s'agit pas de faux passeports, qu'on puisse vérifier que le détenteur du passeport est le bon, qu'on puisse vérifier que le réfugié qui se présente n'est pas signalé par ailleurs comme étant, par exemple, un combattant étranger, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui aurait rejoint la Syrie ou l'Irak pour aller s'y former et revenir ensuite commettre des actes criminels et terroristes en Europe, que l'on puisse s'assurer que l'ensemble des États membres transmettent dans la base Eurodac et dans le système information Schengen toutes les informations qui sont disponibles de la part des services de police, des services de renseignement, des services de justice sur les individus signalés. Donc c'est l'ensemble de ce dispositif qui aujourd'hui est en train d'être mis en place pour que ces contrôles aient une véritable efficacité. Ensuite se pose la question pour ceux des migrants qui ne seraient pas considérés comme des réfugiés, qui ne relèvent pas de la protection internationale, de leur retour. Donc la Grèce, dans ces hotspots, maintenant, accepte de garder, même s'il y a un récépissé qui leur est donné, ces migrants et d'organiser avec l'aide de Frontex, parce qu'évidemment la Grèce ne peut pas le faire toute seule, les retours vers les pays d'origine ou vers la Turquie, parce que ça fait partie des discussions avec ce pays. À partir du moment où il y a un accord avec la Turquie sur la lutte contre l'immigration irrégulière,
il est aussi normal de discuter avec la Turquie de la possibilité qu'elle réaccueille ceux des migrants qui auraient illégalement quitté son territoire pour empêcher, encore une fois, que ne s'alimente ce trafic en mer qui est par ailleurs extrêmement meurtrier. Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Chassaing. Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux dire quelques mots encore, excusez-moi, sur l'agriculture. Donc les agriculteurs français sont au bord de la ruine, en régression. Des éleveurs de porc, de lait mettent fin à leur production. Vous avez indiqué, Monsieur le Ministre, d'avoir une Europe fiscale et sociale. Nous en sommes bien sûr d'accord, mais nous en sommes loin. Coût horaire en Pologne, 5 €. Coût horaire en Espagne, 13 €. Coût en France, 20 €. Embargo russe, 400 millions d'euros de pertes sur la filière porcine. Donc, vous nous avez indiqué tout à l'heure que l'Europe, effectivement, allait intervenir et que le ministre Stéphane Le Foll avait eu la majorité pour que l'Europe puisse prendre des mesures. Vous avez parlé du stockage, mais c'est bien tard, 8 mois après. C'est par des baisses de charges. L'agriculture en France a besoin d'une vraie réforme structurelle qui ne passera pas dans un premier temps par l'Europe. C'est par des baisses de charges que nous sauvegarderons notre modèle agricole, peut-être par un dispositif de TVA sociale, par exemple, pour que les exploitations familiales, indispensables à l'aménagement du territoire et le maintien dans la vie rurale, puissent se réaliser. Pourquoi les entreprises bénéficient de zéro charge pour leurs salariés payés au SMIC et rien pour les agriculteurs, éleveurs, qui sont souvent bien au-dessous du SMIC? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le sénateur Daniel Chassaing, sur l'agriculture, je vais peut-être donner donc des précisions supplémentaires sur les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui par le Premier ministre, notamment concernant la baisse des charges, puisque vous soulignez qu'il faut que structurellement, nous soyons en mesure de venir en aide aux exploitations agricoles et de faire baisser, par rapport à des concurrents, les coûts. Un décret prévoira une baisse immédiate de 7 points de charges sociales, ce qui est davantage que le CICE, qui représente 6 points sur la masse salariale jusqu'à 2,5 SMIC, et ce qui est davantage de fait que ce que prévoyait la TVA sociale, qui avait été votée mais qui n'était pas entrée en vigueur. Cumulé à la baisse de 3 points de cotisation famille qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2015, avec le pacte de responsabilité, cette nouvelle mesure, qui est d'un montant de 500 millions d'euros, aboutit donc à une baisse de cotisation de 10 points pour les agriculteurs, supérieure à celle du CICE. Depuis le début de la crise en 2015, c'est une baisse structurelle cumulée de charges personnelles de près de 730 millions d'euros qui aura donc été ainsi décidée. Mais il est vrai qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises, notamment une année blanche sociale par report automatique d'1 an, reconductible dans la limite de 3 ans, sans aucune démarche de l'agriculteur, sans pénalité ni intérêt de retard de toutes les cotisations de 2016. C'est sans doute la mesure qui aura l'effet le plus immédiat et le plus sensible dans l'urgence. Mais il y a aussi des mesures à prendre pour les agriculteurs qui, aujourd'hui, ne payent pas de charges parce qu'ils sont déjà en dessous du montant de revenus concernés. Sur les normes, c'est vrai que les agriculteurs sont soumis aussi à beaucoup de normes, mais nous faisons en sorte, là encore, de discuter avec la Commission européenne d'une simplification sur l'application de ces normes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, dernier orateur inscrit, Monsieur Grémillet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est à nouveau sur le sujet agricole, et vous comprendrez, Monsieur le Ministre, effectivement, c'est un sujet qui, aujourd'hui, interpelle à la veille de ce sommet, pour 3 raisons. La première, on ne peut que vous encourager, effectivement, à trouver une solution au dossier russe. Mais il faut qu'on en soit honnête avec les agriculteurs de notre territoire, d'Europe. Ce n'est pas parce que soudainement on aura trouvé un accord avec les Russes que les camions vont partir livrer de la marchandise en Russie. Donc la crise que nous sommes en train de vivre, les conséquences
de la fermeture de ces frontières vont continuer d'exercer des effets très négatifs au niveau agricole pour l'Europe et pour l'agriculture française, et ça nécessite effectivement une politique européenne autre que celle qui a existé aujourd'hui, parce qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas eu de politique d'accompagnement par rapport à ces mesures de politique étrangère européenne. Premier point. Deuxième point, Monsieur le ministre. Vous êtes ici au Sénat. Vous avez évoqué dans votre propos, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, le dossier d'étiquetage du travail de la France. Le Sénat, ici, dans son article 3 de la PPL, avait fait une proposition qui mettait en situation de force la France pour négocier à Bruxelles. Pourquoi l'avons-nous refusé? C'est vraiment une autre question. Et dernière question, Monsieur le ministre. On ne s'en sortira pas en France si on ne retrouve pas une force sur le couple franco-allemand. Et on ne pourra pas non plus préparer un sommet si quelque part on ne va pas trouver des alliés. Aujourd'hui, les propositions de la France sont en minorité. Donc on n'a pas de solution à apporter effectivement à la crise que subissent les agricultures et les agriculteurs français par rapport à cette crise qui nous frappe. Il faut aller négocier, il faut trouver des partenaires en Europe. Que comptez-vous faire? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Daniel Gremillet, d'abord sur l'embargo sanitaire, vous le savez, le Premier ministre Manuel Valls a rencontré son homologue russe, Monsieur Medvedev, samedi à l'occasion d'un déplacement en Allemagne, à Munich, pour effectivement faire en sorte qu'il puisse y avoir une levée de cet embargo, qu'il puisse y avoir une discussion qui soit engagée avec la Russie et que ce débouché puisse concrètement être réouvert. Concernant l'étiquetage, nous sommes entièrement d'accord et nous demandons de façon permanente à la Commission européenne de permettre l'étiquetage sur les produits transformés, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Et nous avons décidé de prendre un décret qui est en cours de publication et simplement ce que nous voulons vérifier et obtenir, c'est évidemment qu'il ne soit pas ensuite cassé par une décision européenne, même si aujourd'hui il n'y a pas de directive à l'échelle européenne qui permettent cet étiquetage des produits transformés. Mais c'est essentiel, parce que c'est évidemment le débouché d'une très grande partie des productions pour le porc. Concernant l'Allemagne, il y a notamment un sujet qui nous a beaucoup occupé ces dernières années, c'était les différences de salaire entre, disons, les secteurs agroalimentaires en Allemagne, les industries de transformation, les abattoirs et la France, parce qu'il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne. Il y a maintenant un SMIC en Allemagne, mais nous voulons aussi vérifier que les conditions dans lesquelles est appliqué le droit sur les travailleurs détachés créent des conditions équitables. Parce que si on continue à faire travailler des gens sans vraiment qu'ils soient payés au salaire minimum, évidemment, il y a toujours des distorsions de concurrence. Bon, nous considérons que l'Allemagne est un partenaire dans ses politiques, comme dans toutes les politiques européennes. Et c'est donc évidemment en étroite coopération avec l'Allemagne, avec d'autres pays de l'Union européenne qui sont très attachés à la politique agricole commune, que Stéphane Le Foll fait avancer ces dossiers et que nous comptons beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, sur les discussions qui auront lieu le 25 février à l'occasion de la visite du commissaire Phil Hogan à Paris et de sa rencontre avec le Premier ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Bien, nous en avons terminé avec ce débat. Je vais remercier Monsieur le ministre pour s'être plié de bonne grâce à cet exercice contraint dans le temps et à vous tous et vous toutes, mes chers collègues. Avant de lever la séance, je donne la parole au président Bizet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer la qualité des échanges auxquels vous vous êtes livrés, je dirais sans retenue. Mais mes compliments s'arrêtent là, Monsieur le ministre. J'ai quand même quelques critiques à formuler, mais moins à votre endroit plutôt qu'à l'endroit du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture, et dans le droit fil des propos qui ont été tenus par nos collègues M. Chassaing et M. Gremillet, ainsi que nos collègues Jean-Claude Requier sur les problématiques agricoles. J'avoue que je suis un peu surpris de voir l'heure de la conclusion du Conseil agricole de lundi dernier, du 15 janvier, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture se réjouir, en fin de compte, d'avoir entraîné derrière lui et derrière les thèses de la France 12 pays. Mais 12 États membres sur 28, ça ne fait pas une majorité.
Et comme l'a dit tout à l'heure M. Grémillet, il faut trouver des alliés. Or, j'avoue et j'ajoute que les propos qu'a tenus le Premier ministre outre-Rhin il y a quelques jours à l'adresse de Jean Chancelière ont fait mieux en matière, si vous voulez, de retissage des liens franco-allemands. Avouons-le très clairement. J'avoue que depuis quelque temps, voire depuis quelques années, que ce soit sur les problématiques agricoles ou l'ensemble des dossiers européens, le couple franco-allemand ne marche pas bien, voire ne marche pas. Or, tout pendant que nous n'aurons pas un couple franco-allemand bien cohérent, eh bien, nous n'avancerons pas en Europe. Et pourquoi il ne fonctionne pas? C'est qu'il n'y a pas, vis-à-vis de nos partenaires allemands, une crédibilité vraiment de la France. J'avoue qu'en matière d'embargo sanitaire, notamment sur les abats et le gras, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de rencontrer le directeur des services vétérinaires à Moscou. Vous savez très bien la position de la Russie, à savoir qu'à l'adresse de quelques pays seulement, la Russie est prête à lever son embargo sanitaire. Sauf que la Commission européenne veut les 28 ou personne. Or, c'est précisément une négociation en franco-allemand sur lequel, précisément, l'Allemagne est assez réticente. Là encore, nous aurions de bonnes relations avec l'Allemagne, nous aurions davantage de chances d'avoir un succès sur ce point précis. Enfin, le deuxième point, ça a été évoqué par nos deux collègues à l'instant, vous déplorez, vous avez raison, Monsieur le Ministre, que la France n'ait pas, entre guillemets, pris l'opportunité de dégager le marché porcin en s'engageant dans la politique d'intervention. C'est vrai, l'Allemagne, elle, s'y était engagée à hauteur de 29% du tonnage qui était alloué à l'ensemble des 28 États membres. L'Espagne à hauteur de 21%. Et la France, simplement 2,6%. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on fabrique, excusez-moi l'expression, un porc en France ou en Allemagne, indice 100 hors charge, il ressort en France à 230 quand il ressort à 180 en Allemagne. Voilà pourquoi, si vous voulez, la politique d'intervention ne marche pas en France. Donc, il importe d'engager des réformes structurelles. Je me réjouis de la dernière décision du Premier ministre sur ce point. Nous calculerons ce que représentent les 7 points charges. Est-ce que ce sera suffisant pour passer de 230 à 180? Je crains que non. Merci. On a dépassé quand même.